Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 23 juillet 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Des bulles pour un anniversaire, à moins que ce ne soit l'inverse, comme l'attraction avant, l'armée de l'air et de l'espace, le sel La Baleine ou l'AS Saint-Étienne. Le téléphérique de Grenoble célèbre cette année son 90e anniversaire, même si ce n'est qu'en juillet 1976 qu'il prendra la forme des bulles qu'on lui connaît aujourd'hui. Une histoire à retrouver en ce moment dans la salle du Triévose du fort de la Bastille. Mathieu Ozanne. Le téléphérique de Grenoble, l'un des pionniers en Europe, souffle cette année ses 90 bougies. Cet emblème de la ville est mis particulièrement à l'honneur avec une exposition menée par un guide pas comme les autres. Vous veniez pour ça? Presque. Eh ben vous allez me suivre, on y va tout de suite. Allez, on y va. Effectivement, je joue le rôle de Bill Lacabine. Aux enfants, quand il y en a beaucoup, j'aime raconter que je suis né dans le téléphérique. Ça marche très bien. Et effectivement, c'est assez rigolo d'être dans ce personnage extrêmement libre, puisque en réalité, je suis censé tout connaître. Et je pense que je connais peut-être pas tout, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de questions auxquelles je ne suis pas capable de répondre. Donc oui, la visite, elle est en partie improvisée, en fonction de ce que je vois sur les images, de ce que je sens du public. Ouais, c'est assez kiffant, en effet. Mais ce téléphérique, il y en a deux avec ce système à rotation continue, et il y en existe deux au monde. Grenoblois curieux d'en savoir plus sur leur patrimoine ou touristes de passage, cette exposition s'adresse à tout le monde. Entre l'humour du guide et la riche histoire des nombreuses archives, petits et grands s'émerveillent devant ces secrets qui se dévoilent. Oui, c'est pour ça que je suis venue, c'est que je me suis dit que je suis grenobloise et il y a plein de choses que je connaissais pas, donc ça m'a appris plein de choses et je trouvais que c'était trop sympa le petit format des petits films là, ça expliquait bien. Il y avait aussi des petites maquettes en impression 3D qui nous ont bien expliqué justement le fonctionnement des poulies. Et puis les petites anecdotes aussi. Le guide était très sympathique. C'était un bon moment. Après, c'est pas fait pour ceux qui ont peu de latitude, mais franchement, c'est agréable. En 2 minutes, on y est. Et c'est un beau truc. Franchement, c'est bien. Préparer une telle exposition n'a rien de simple. Pour fêter dignement l'anniversaire du téléphérique, qui se rapproche doucement de son premier siècle d'existence, une grande mobilisation a été mise en place. On a mis environ 6 mois, on était une équipe de 5-6 personnes à concevoir des films, des maquettes, tout un scénario. Ça a commencé vendredi, on est déjà à plus de 1000 personnes qui sont venues nous rendre visite en 4 jours. On est ravis, c'est un beau succès. Le téléphérique de la Bastille semble donc avoir de belles heures devant lui. Il est de plus en plus attractif, passant de 290 000 voyageurs en 2013 à 370 000 en 2023, l'année de tous les records. Les visites guidées avec Bill Lacabine sont accessibles jusqu'au 28 août, mais l'exposition reste en place jusqu'au 22 septembre. Cet été encore, la nature met vos sens en éveil. Jusqu'au 6 octobre, les animateurs nature du département vous dévoilent les secrets des espaces naturels sensibles de l'Isère. Avec 3000 variétés de plantes, 89 espèces de mammifères et 327 espèces d'oiseaux, l'Isère accueille une flore et une faune parmi les plus riches de France. Pour partir à l'affût du castor, découvrir les secrets des plantes sauvages comestibles ou la vannerie sauvage, ou encore la tourbière de l'Ertan. La tourbière de l'Hérétan, c'est un ENS, un espace naturel sensible, donc qui est une tourbière qui est en 2 parties. Il y a le secteur tourbière et le secteur tuileries. La tourbière, c'est une zone humide qui a des conditions particulières, donc notamment beaucoup d'eau, aussi du froid, qui fait que pendant la période hivernale, la matière organique ne se dégrade pas. Donc la matière végétale qui a été produite dans l'année n'est pas dégradée entièrement pendant l'hiver, ce qui fait qu'elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, et c'est ça qui forme la tourbe. On a un sentier qui fait le tour de la tourbière, qui est très plat, donc très accessible, et qui permet de voir les différents milieux présents dans la tourbière, donc les prairies humides qui sont pâturées, un petit boisement, il y a plusieurs observatoires. On peut voir les plans d'eau aussi, qui sont donc d'anciennes fosses d'extraction de tourbe, parce que ça a été un site qui a été exploité pendant de longues années. Donc c'est toute la mosaïque de milieux qui forme en fait on va dire l'intérêt du site pour toute la faune et la flore, qu'on peut visiter toute l'année. Oui, sauf quand le sentier est inondé, mais sinon oui, il est ouvert toute l'année et accessible tout le temps.
Mais ces milieux sont fragiles et le département s'emploie aussi à les préserver en pilotant un réseau de sites départementaux et locaux qui réconcilient protection de la nature et activité humaine. Découvrez aussi la forêt autrement en rencontrant des professionnels de la gestion et de l'exploitation forestière. C'est Vie ma vie de bûcheron. L'opération est reconduite jusqu'au 30 août pour la 10e édition. Des promenades éducatives dans les bois pour sensibiliser au rôle de l'exploitation forestière et aux conséquences du réchauffement climatique dans les bois. Ça se passe les mercredis après-midi en Belledonne, les jeudis en Chartreuse et le vendredi matin dans le Vercors et le Trièves. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire et d'être équipé comme pour une balade en forêt. Casques et gilets sont fournis sur place. Les mercredis de juillet-août, vous pouvez aussi participer à 14h à la visite guidée de la centrale hydroélectrique des Vernes à Livet-et-Gavet. Vous l'avez peut-être déjà aperçue en vous rendant en Oison, mais elle mérite plus qu'un rapide coup d'œil. Mise en service en 1918, elle a été conçue pour une mise en scène de l'eau par Charles-Albert Keller. En 1994, elle est classée au titre des monuments historiques avant son arrêt définitif en 2020. La centrale témoigne aujourd'hui du développement de la Huie Blanche et du souci architectural de son fondateur, avec notamment son escalier inspiré de celui du château de Visil. On poursuit les idées de découverte pour les vacances à la mode du Moyen-Âge. Le département de l'Isère continue de dérouler le fil de sa saison Déshabillez-nous avec au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye un regard posé sur des vêtements vieux de plus de 1000 ans. Voilés, vêtir, enveloppés, dissimulés ou révélés, une thématique qui n'a pas manqué de séduire Lucille Dailly. Nul besoin de venir saper, encore moins endimancher. Ici, l'habit ne fait pas le moine, il étoffe votre curiosité et se dévoile au fil des pièces, au fil des pages, au fil des siècles. Comme un patron guide les ciseaux, l'abbaye de Saint-Antoine pose le cadre de ce voyage dans le temps, aux origines de l'art de se vêtir au Moyen-Âge. Sur un fil, trace le lien entre le corps et le vêtement, entre une tenue et le rôle du personnage qui la porte dans l'histoire. Finalement, le vêtement, qu'il soit masculin ou féminin, la longueur des chemises va évoluer, eh bien, distingue en quelque sorte le personnage et son statut social. On peut dire aussi que le vêtement va révéler les qualités morales ou héroïques. Quand on a affaire à un chevalier, par exemple dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes, du protagoniste. Le vocabulaire au Moyen-Âge est vraiment riche et dense. On parle de vestiments ou de vestements au Xe, XIe siècle, de garnements ensuite. On dit appareillé pour eh bien, un chevalier, en l'occurrence, donc qui revêt une armure. On va également parler d'assémé ou d'attorné, ce qui veut dire paré. Et puis, on dit aussi affublé. Alors, affublé n'a pas le sens qu'on lui connaît depuis la Renaissance, à savoir mal habillé, etc., mal accoutré, mais plutôt, donc, signifie attacher un vêtement à l'aide d'une fibule. La fibule, puis le fermail, porté par le duc de Bourgogne pour attacher les pans de son pourpoint au manteau noir, le noir qu'il mettra à la mode à la cour, alors que la mode apparaît au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, avec l'émergence d'une nouvelle classe sociale, à savoir la bourgeoisie marchande, eh bien, on va voir arriver finalement dans toute l'Europe des matières qui n'étaient pas connues ou très peu connues jusque-là. On voit arriver la soie de Byzance était connue, mais on va avoir des centres de production qui sont extrêmement importants, tels que Palerme en Sicile, également Almeria et Grenade en Espagne, et surtout en Toscane, avec Lucques ou encore Florence. Et puis Bruges et le commerce du drap de laine et l'Europe du Nord pour les fourrures, et puis le velours, la soie et les filets métalliques qui composent le tabard porté par le héros d'armes au-dessus de son armure. Une garde-robe liturgique et même un suaire, l'exposition ne pouvait mieux incarner la saison culturelle du département Déshabillez-nous au nom de la mémoire des vêtements. On raconte que saint Antoine l'Égyptien, avant sa mort, confia ses vêtements à ses disciples en signe de transmission.
Et ce mercredi à 11h, le musée propose une visite atelier en famille pour fabriquer votre éventail utile en ces temps de forte chaleur. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte en musique avec Martin Boyer à l'affiche du festival des mercredis de l'été au parc de l'Orgère arrive, qui s'accompagne dès 18h30 d'un marché artisanal. L'occasion aussi de faire une bonne action puisque la soirée est labellisée 2 kilos de culture. Les spectateurs sont invités à apporter 2 kilos de denrées alimentaires non périssables qui seront ensuite reversés à des associations. Excellente soirée à tous. Autour des tables de poker, c'est pas fait que des amis. Entre la bagarre et la bière, elle est devenue qu'à l'amitié.